Patrick Balkany a enfin décidé de rompre le silence concernant Nicolas Sarkozy, et cela secoue le paysage politique français. Ancien maire de Levallois-Perret, longtemps perçu comme un proche de l'ex-président, il a choisi ce moment pour s'exprimer, et ses déclarations résonnent comme un coup de tonnerre. Après des années de complicité et de silence, Balkany se livre sans réserve, révélant les fissures d'une amitié autrefois solide. Il ne parle plus en tant que protecteur, mais comme un témoin désireux de partager la vérité. Pendant des décennies, leur duo a symbolisé la droite française triomphante, avec Sarkozy en tant que stratège et Balkany comme homme de terrain, loyal à l'extrême. Cependant, cette fidélité semble désormais se fissurer. Dans une déclaration franche et dérangeante, Balkany aborde des vérités que peu oser évoquer. Les coulisses du pouvoir, les promesses non tenues, les tensions refoulées, tout refait surface, comme si le poids des années lui avait permis de s'exprimer librement. Ce qu'il partage n'est pas simplement un témoignage, mais un véritable tremblement de terre tant sur le plan politique qu'humain. Son ton est amer et lucide, parfois empreint de douleur, mais toujours authentique. Balkany ne cherche pas à attaquer, il raconte, et c'est cette approche qui rend ses propos si puissants. Sous les sourires officiels et les succès électoraux, il révèle la solitude, les désillusions, et une amitié devenue trop pesante. Cette prise de parole inattendue relance toutes les spéculations, pourquoi maintenant? Pour régler des comptes ou simplement pour se libérer? Quoi qu'il en soit, le message est clair, Patrick Balkany n'a plus rien à perdre et tout à révéler. Ses confidences sur Nicolas Sarkozy pourraient bien marquer la fin d'une époque et le début d'une vérité longtemps étouffée. Lors de son interview sur M6, Patrick Balkany apparaît étonnamment serein, presque bienveillant, comme s'il savait exactement ce qui attendait Nicolas Sarkozy. Avec un regard légèrement voilé et une voix calme mais ferme, il partage son expérience d'un homme ayant connu l'humiliation des barreaux, la froideur des murs et l'ennui des jours passés en cellule. Il ne juge pas, il prévient. Il faut se préparer mentalement, sinon on ne tient pas, confie-t-il avec une gravité que seule l'expérience peut apporter. Devant les caméras, son ton exprime une forme de compassion fraternelle, mais également une lucidité désarmante sur le coup du pouvoir et de la chute. L'évocation de la prison de la santé ravive en lui des souvenirs amers. Balkany décrit les routines, les bruits de clés, l'odeur du béton humide, les longues nuits d'insomnie. Il parle d'enfermement, mais aussi de solitude, celle qui ronge les certitudes et altère l'âme. Pour lui, cette incarcération est une épreuve initiatique, presque purificatrice. C'est précisément ce qu'il souhaite pour Sarkozy, apprendre à encaisser, se reconstruire, supporter la lente érosion du temps sans perdre sa dignité. Les mots de Balkany résonnent avec une sincérité qu'on ne lui connaissait plus. On ressent qu'il s'adresse moins aux journalistes qu'à son ancien ami, comme pour lui transmettre un message codé à travers les ondes. Les deux hommes, jadis inséparables, se retrouvent liés par un destin troublant, celui d'avoir goûté au sommet avant de connaître l'ombre. Ce face-à-face à distance entre l'ancien président et l'ex-maire prend une dimension presque symbolique. La liberté, elle n'a pas de prix. Pendant qu'il s'exprime, les téléspectateurs retiennent leur souffle. Chaque mot, chaque regard semble peser avec soin. Comme si Balkany savait que cette confession toucherait profondément. Derrière ces phrases se cache la vulnérabilité d'un homme qui a tout perdu, mais aussi la force tranquille de celui qui n'a plus rien à cacher. Patrick Balkany, face à la caméra, parle avec l'assurance de quelqu'un qui a déjà traversé la tempête. Ses paroles ne ressemblent ni à un avertissement ni à une confession, mais à un témoignage lucide d'un homme qui revient de tout. Il sait ce que signifie perdre sa liberté, ressentir le monde se refermer sur soi. Et il sait aussi que Nicolas Sarkozy devra apprendre à respirer dans cet espace restreint où le temps semble s'arrêter. Sa voix reste calme, presque douce, lorsqu'il évoque son ancien camarade. C'est un garçon solide, un roc, répète-t-il, comme pour se convaincre lui-même. Dans ses paroles, on perçoit une admiration teintée de nostalgie. Balkany décrit Sarkozy avec précision, son énergie, son rythme, son besoin d'agir. Ce qu'il faut, c'est qu'il fasse du sport, du vélo tous les jours. L'ancien maire esquisse presque un sourire en prononçant ces mots, comme s'il imaginait déjà son ami pédalant dans la petite salle de sport de la santé, transformant la routine carcérale en discipline personnelle. Ce détail, apparemment banal, prend une intensité poignante. C'est une projection de survie, de dignité préservée au cœur de l'enfermement. Puis, il aborde le silence de ces heures où le monde extérieur disparaît. À ce moment-là, Balkany devient plus sérieux. Il sait que la solitude est une épreuve que même les plus forts redoutent. Pourtant, il semble convaincu que Sarkozy,
avec sa rigueur et son goût du travail, saura l'apprivoiser. Il va lire, écrire beaucoup plus que d'habitude, dit-il, presque admiratif. Dans sa bouche, cette prédiction sonne comme une forme d'encouragement, une invitation à transformer l'enfermement en refuge intérieur. L'interview prend alors l'apparence d'un échange à distance entre deux anciens amis unis par un destin commun. Balkany, marqué mais apaisé, semble offrir à Sarkozy ce qu'il lui reste, l'expérience de l'incarcération, la connaissance de la chute, et peut-être la promesse silencieuse qu'il est possible de s'en relever. Patrick Balkany, les yeux légèrement plissés, évoque ce qu'il considère comme la clé de la survie derrière les barreaux, le lien humain. À travers ces mots, on comprend que plus que la discipline ou la lecture, c'est la chaleur des proches qui maintient l'âme en vie. Ce sont les visites qui vous tiennent en vie, murmure-t-il, la voix empreinte d'une émotion qu'il ne cherche plus à cacher. Il se remémore ces deux rendez-vous hebdomadaires, attendus comme une bouffée d'air frais dans l'étouffement quotidien. On attend parfois des heures le parloir, et lorsque cela arrive enfin, le temps s'envole. 15 minutes passent comme une minute. Ce souvenir donne un nouveau relief à ses conseils adressés à Nicolas Sarkozy. Derrière l'analyse du moral d'acier de l'ancien président, on perçoit une forme d'inquiétude affectueuse. Balkany sait que même les plus forts peuvent se briser sans amour autour d'eux. Il imagine sans doute Carla Bruni, franchissant les lourdes portes de la santé, apportant à son mari un peu de lumière, un parfum du monde extérieur. L'image est poignante, une femme élégante, les yeux brillants d'inquiétude, face à un homme qui fut chef d'État, désormais simple détenu en attente de sa liberté. Autour d'eux, une autre force se dessine, celle d'une famille unie dans la tempête. Julia, encore adolescente, apprendra sans doute trop tôt le poids du silence et des absences. Les fils de Sarkozy, déjà adultes, porteront le rôle de piliers invisibles, veillant à ce que leur père ne sombre pas. Balkany, qui parle d'expérience, sait à quel point ses gestes, ses regards à travers une vitre peuvent tout changer. Pour lui, Nicolas Sarkozy tiendra bon, mais pas seul. Il aura besoin de sentir, à travers chaque visite, chaque mot échangé, qu'il n'est pas oublié. Dans la voix de Balkany, fatiguée mais sincère, on devine cette certitude tranquille, les chaînes du cœur sont plus puissantes que celles du métal. Avant d'être cet homme franc de 77 ans, Patrick Balkany a été l'une des figures les plus emblématiques et controversées de la scène politique française. Tout débute à Levallois-Perret, cette commune qu'il a façonnée à son image pendant des décennies. C'est là que son nom devient une véritable marque, synonyme de pouvoir local. Dans les années 1980, il n'est pas encore ce visage familier des journaux télévisés, mais il attire déjà l'attention. Un homme dynamique, ambitieux, jovial, capable de séduire aussi bien les électeurs que les caméras. Aux côtés de sa femme Isabelle, il forme un couple politique à la fois inséparable et sulfureux. Leur règne sur Levallois est marqué par un mélange de succès municipal et de scandales retentissants. Sous leur impulsion, la ville se transforme, modernisée et embellie, attirant de nouveaux habitants. Mais derrière les façades rénovées, les enquêtes judiciaires s'accumulent. C'est précisément cette dualité, entre bâtisseur et provocateur, qui fait de Balkany un personnage de roman politique. Il brille, choque, amuse, exaspère, et surtout, il occupe la scène. À une époque où la politique tend vers la froideur technocratique, il joue la carte de la proximité populaire, avec une familiarité presque théâtrale. Sa notoriété explose véritablement dans les années 1990 et 2000, lorsqu'il devient l'un des alliés les plus fidèles de Nicolas Sarkozy. Ensemble, ils incarnent une droite conquérante, pragmatique, toujours à la limite du politiquement incorrect. On les voit partout, souriants et complices, partageant campagnes et dîners officiels. Cependant, plus le duo progresse, plus il attire la lumière et l'ombre. Les affaires de fraude, de détournement et de corruption émergent progressivement, faisant du nom Balkany un sujet de fascination nationale. Puis vient la chute, spectaculaire. En 2019, son incarcération à la prison de la Santé le ramène sous les projecteurs, mais cette fois dans un contexte tragiquement humain. Les caméras captent son arrivée en détention, ses mains tremblantes, son visage fatigué mais toujours digne. La France découvre alors un Balkany différent, moins flamboyant, plus vulnérable, presque touchant. L'homme qui faisait rire et grincer des dents devient un symbole de déclin, un personnage qui semble issu d'une fresque sur le pouvoir et la vanité. Pourtant, c'est précisément cette période qui façonne sa renommée. Sa prison devient un théâtre, ses interviews, une confession. Lorsqu'il s'exprime, il captive encore. Il ne lit pas un texte, il raconte sa vie comme on raconte un film. Il assume, se défend, ironise.
Cette capacité à transformer la disgrâce en récit, à continuer d'exister malgré tout, fait de lui un protagoniste unique de la vie publique française. Là où d'autres auraient disparu, lui revient sans cesse, défiant le silence et le jugement. C'est cette force, cette étrange lumière dans la tourmente qui fait que le nom de Patrick Balkany reste gravé dans la mémoire collective, celle d'un homme plus grand que nature, à la fois acteur et témoin de sa propre légende. Bien avant d'apparaître sous les feux de la politique, Patrick Balkany n'était qu'un enfant parmi d'autres. Né le 16 août 1948 à Neuilly-sur-Seine, il grandit dans une France d'après-guerre encore marquée par les blessures et les privations. Son père, Alexandre Balkany, d'origine hongroise, est un juif rescapé des persécutions nazies. Un homme brisé mais tenace qui a reconstruit sa vie grâce à un travail acharné. Sa mère, de confession protestante, lui transmet la rigueur, la pudeur et un sens profond de la dignité. Dans ce foyer où les souvenirs de la guerre sont toujours présents, Patrick grandit entre gratitude et colère, entre ambition et peur de tout perdre à nouveau. L'enfant Balkany n'est pas un héritier tranquille. Il observe très tôt la dureté du monde adulte, la précarité dissimulée derrière les apparences. Son père, commerçant obstiné, lui enseigne la valeur de l'effort et la méfiance envers les puissants. À la maison, on parle peu de sentiments, mais beaucoup de courage. Cette éducation, forgée dans la retenue et la combativité, le marquera à jamais. Déjà, il déteste l'injustice, l'humiliation, les hiérarchies qui écrasent les faibles. Ce ressentiment silencieux devient peu à peu une énergie, celle de ne jamais se laisser dominer. À l'école, le jeune Patrick se distingue moins par sa discipline que par son caractère. Insolent et curieux, il questionne, argumente, défie les maîtres. Ses camarades le décrivent comme un garçon vif, drôle, un peu frondeur. Cependant, derrière ces plaisanteries se cache une profonde solitude, celle d'un enfant cherchant à s'imposer dans un monde où il se sent différent. Il grandit dans une banlieue en pleine mutation, entre classe moyenne en ascension et souvenirs des ruines d'hier. C'est là qu'il apprend à observer les gens, à comprendre leur colère, leurs envies. Ce talent d'intuition humaine fera plus tard de lui un homme politique redoutable. Son adolescence, marquée par les bouleversements des années 1960, renforce son goût du défi. Alors que la France s'ouvre à la modernité, Balkany rêve d'action, de reconnaissance, d'un destin plus grand que celui d'un simple commerçant. Il n'est pas encore question de mairie ni de parti, mais déjà d'une volonté farouche de conquérir, d'exister, d'échapper au destin modeste de sa famille. Les tensions familiales, les exigences du père et les silences de la mère l'incitent à se forger une carapace, celle d'un homme qui, quoi qu'il arrive, ne montrera jamais sa peur. C'est dans cette enfance faite de contrastes, entre sévérité et tendresse, entre pauvreté relative et fierté inébranlable, que se construit le futur maire de Levallois. Chaque épreuve, chaque humiliation, chaque petit triomphe devient une pierre ajoutée à l'édifice d'un caractère hors du commun. Déjà, Patrick Balkany apprend à sourire quand il faut résister, à parler fort quand il faut masquer la douleur. Il ne le sait pas encore, mais ce mélange d'audace, d'ironie et de fierté blessée deviendra plus tard sa signature publique. Dans la vie de Patrick Balkany, un nom revient toujours, indissociable du sien, Isabelle. Leur histoire débute bien avant la politique, avant les caméras et les tribunaux. Une rencontre presque romanesque entre deux personnalités flamboyantes. Deux âmes qui, dès le départ, se reconnaissent dans leur ambition, leur ironie et leur goût du pouvoir. Isabelle Smadja, brillante et fougueuse, dotée d'un sens aigu de la répartie, deviendra non seulement son épouse, mais aussi son alliée la plus fidèle, son double en tout. Ensemble, ils forment un couple à la fois redouté et fascinant, unis dans la réussite comme dans la tourmente. Leur mariage, célébré dans les années 1970, ne ressemble à aucun autre. À l'époque, ils n'ont ni fortune ni réputation, seulement cette conviction farouche qu'ils sont faits pour régner. Peu à peu, ils s'imposent dans le paysage politique local, bâtissant leur empire à Levallois-Perret. Leur maison, une vaste demeure surplombant la ville, devient le symbole de leur ascension. Un lieu à la fois chaleureux et ostentatoire, où se croisent élus, artistes, journalistes, amis fidèles et curieux. Ce n'est pas une simple résidence, mais une scène permanente où se joue le théâtre de leur vie publique. À l'intérieur, Isabelle règne autant que Patrick. Elle organise, décide, surveille tout. Leur complicité est fusionnelle, parfois explosive mais toujours sincère. Lorsqu'ils apparaissent ensemble, leur énergie captive. Ils se complètent à la perfection, lui, l'instinctif, le charmeur, l'homme de terrain, elle, la stratège, la femme d'influence, celle qui pense et protège.
Malgré les années et les tempêtes, ils n'ont jamais cessé de former un duo inséparable. Un couple que ni la prison ni la honte publique n'ont réussi à briser. Cependant, leur vie familiale a toujours été un domaine qu'ils ont su préserver de la curiosité médiatique. Patrick et Isabelle ont 2 enfants, nés avant que les projecteurs ne s'abattent sur eux. Ces enfants, aujourd'hui adultes, ont grandi dans un univers singulier, celui d'une famille toujours entre 2 mondes, entre l'intimité et la scène politique. Ils ont connu les grands dîners, les campagnes électorales, mais aussi les absences, les secrets, la tension constante d'un foyer en première ligne lorsque les épreuves judiciaires ont frappé. Leur maison de Giverny, magnifique propriété normande entourée de verdure, est devenue un refuge. C'est là que Patrick et Isabelle ont tenté de retrouver un semblant de paix, loin du tumulte médiatique. Cette demeure, acquise dans les années de prospérité, incarne à la fois leur réussite et leur fardeau. Les enquêtes l'ont transformée en symbole. Elle a été perquisitionnée, scrutée, contestée. Mais pour eux, elle est restée un repère, un lieu où Patrick aime encore s'asseoir sur la terrasse, face à la rivière, pour se remémorer le temps où tout semblait possible. Dans cette existence mêlant amour, luxe et lutte, la frontière entre le privé et le public n'a jamais vraiment existé. Chaque sourire, chaque regard échangé entre Patrick et Isabelle a toujours eu quelque chose de politique, de théâtral, presque tragique. Leur vie commune n'est pas une simple union conjugale, mais une alliance de fer forgé dans la lumière et trempée. Il y a dans les mots de Patrick Balkany, au-delà du tumulte médiatique, quelque chose de bouleversant, la confession d'un homme qui a tout connu, la gloire, la disgrâce, l'amitié, la solitude. Son témoignage ne devrait pas être lu comme une revanche ni une provocation, mais comme un cri d'humanité. Lorsque les murs se referment, lorsque les regards se détournent, il ne reste plus que la vérité nue, celle d'un être humain face à sa propre fragilité. C'est cette vérité que Balkany offre aujourd'hui, et c'est pourquoi il mérite, non pas l'ironie ni le mépris, mais un peu de compassion. L'homme qui parle aujourd'hui n'est plus le maire flamboyant, ni l'allié fidèle d'un président tout-puissant. Il est un vieil homme marqué par la honte, par la douleur, par le passage du temps. Derrière son ton posé et sa voix apaisée se cache l'écho des nuits d'enfermement, des pensées silencieuses qui rongent le cœur. Quand il évoque Nicolas Sarkozy, ce n'est pas l'ancien président qui l'interpelle, mais l'ami, le frère d'armes, celui avec qui il a partagé les triomphes et les désillusions. Et dans ce regard mêlé de tendresse et de lucidité, se lit une seule chose, la volonté de prévenir, d'aider, d'aimer encore malgré tout. Il faut apprendre à voir l'homme derrière la figure publique. Il faut comprendre ce que signifie la perte de liberté pour ceux qui, un jour, ont incarné le pouvoir. Derrière les barreaux, tous les titres s'effacent. Il ne reste que l'humain. Patrick Balkany l'a appris à la dure, et il en parle avec cette douceur amère de ceux qui ne cherchent plus à convaincre. Il parle de solitude, de silence, de ces 15 minutes au parloir qui valent plus qu'une carrière. Il parle de l'importance d'une main tendue, d'une voix familière, d'un regard aimant à travers une vitre. Ces instants minuscules, que beaucoup jugeraient dérisoires, deviennent, en prison, des bouées de survie. C'est pourquoi il faut écouter Balkany non comme un accusé, mais comme un témoin. Ce qu'il partage sur Nicolas Sarkozy n'est pas un règlement de compte, mais une leçon de vie. Il nous rappelle que la grandeur d'un homme ne se mesure pas à son pouvoir, mais à sa capacité à se relever après la chute. Il nous rappelle aussi que personne n'est à l'abri du destin, et que juger sans comprendre, c'est oublier notre propre vulnérabilité. Dans cette époque où la haine et la dérision remplacent trop souvent la nuance, ces mots résonnent comme un appel à l'empathie. Oui, Patrick Balkany a fauté. Oui, il a connu la démesure, les excès, les erreurs. Mais qui sommes-nous pour réduire toute une vie à ses fautes? L'homme qui a transformé le Valois, qui a aimé sa ville, sa femme, ses amis, existe encore, derrière la caricature. Et c'est cet homme-là, brisé mais debout, qu'il faut regarder avec bienveillance. À travers son récit, il nous tend un miroir, celui de nos propres contradictions. Car nous aussi, à notre échelle, avons connu la chute, le doute, la perte. Nous aussi cherchons parfois une main, un pardon, une écoute. La compassion n'efface pas les fautes, mais elle guérit les âmes. Elle redonne à chacun sa dignité. Et dans cette période où Nicolas Sarkozy affronte à son tour l'épreuve de la justice, il faut espérer que la société française saura faire preuve de cette même humanité. Non pas pour excuser, mais pour comprendre. Non pas pour oublier, mais pour apprendre. Balkany, dans sa fragilité, nous offre une vérité simple, nul ne sort indemne du pouvoir.
Les ors de la République pèsent parfois plus lourd que les chaînes d'une cellule. Et pourtant, dans ce poids, il reste de la lumière, celle de ceux qui, après avoir chuté, choisissent de parler, d'avouer, de transmettre. Cette lumière-là, il faut la préserver. Alors, plutôt que de railler un vieil homme qui se confie, tendons-lui l'oreille. Derrière chaque phrase, il y a une leçon de vie, un avertissement, un espoir. Derrière chaque silence, il y a la mémoire d'une époque, la trace d'une humanité blessée. Patrick Balkany ne cherche plus la réhabilitation ni la gloire. Il cherche simplement la paix. Et cette paix, elle ne se trouve ni dans les tribunaux ni dans les articles de presse, mais dans le regard compatissant que chacun de nous peut encore poser sur lui. Apprenons à écouter avant de juger, à aimer avant de condamner. Car dans le regard de Patrick Balkany, dans sa voix tremblante mais sincère, il y a peut-être la leçon la plus universelle qui soit, celle du pardon, de la fraternité et de la résilience. Que ces mots, adressés à Nicolas Sarkozy comme à chacun de nous, deviennent un rappel, aucune chute n'est définitive, tant que l'amour et la compréhension subsistent.